sur le grand poète palestinien. Mais tu peux pas faire l'impasse sur Naples quand même. Si, mais bien sûr que si, mais il faut faire des choix. On va poser une question. Il y a peut-être des questions qui vont rattraper le coup. Moi, je suis bien obligé de tenir dans le créneau qui est prévu. J'en suis désolé. Oui, Mahmoud Darwish André a raison quand même. Le travail dont je suis le plus satisfait et puis qui m'a donné le plus de plaisir, c'est d'avoir travaillé sur la ville de Naples. Oui, bien sûr. Mais là, sur Naples, je vous fais 3-4 heures quand vous voulez. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je craignais un petit peu, à vrai dire. C'est pour ça que, voilà. Et s'il y a des questions sur Naples, ce sera l'occasion très vite. Donc, 2009, la Palestine. Darwish, il s'est trouvé... André connaît mieux Mahmoud Darwish que moi. Nous l'avons rencontré, je l'ai rencontré grâce à André d'abord, quand Darwish est venu à Paris intervenir à la Maison de la Poésie, puis à l'Odéon. Et le lendemain de l'Odéon, de sa soirée à l'Odéon, qui était magnifique, c'était vraiment un moment exceptionnel. Moi, je connaissais la poésie de Darwish, mais évidemment, je ne le connaissais pas. Le lendemain, Olivier Pi m'appelle, il me dit, il y a Mahmoud Darwish chez moi. Il venait de sortir un autre livre à ce moment-là. Darwish est en train de relire ton livre, il voudrait te rencontrer. Je dis, c'est un rêve, tant mieux, moi aussi, ça me ferait très très plaisir. J'ai dit, quand vous voulez. Il me dit, on arrive tout de suite. Donc il est arrivé chez moi, donc Olivier Pi, Mahmoud Darwish, Elias Sambar et Claude Guerre qui dirigeait la Maison de la Poésie. Et donc on a passé l'après-midi, je peux pas, comme tu sais court, on a passé l'après-midi, et Darwish me dit, avec ce que tu fais, tu devrais venir travailler en Palestine avec nous. Il me dit, c'est la fondation Sakatini, tout ça. Et je dis, c'est un rêve, très volontiers, voilà. Et malheureusement, il est mort un mois avant que j'arrive. Et comme durant cet après-midi-là, il m'avait interrogé sur le Rimbaud. Voilà, bien sûr, un poète, il m'avait interrogé sur le parcours Rimbaud. J'ai fait un peu la même chose pour Darwish. J'ai fait un parcours de Mahmoud Darwish que j'ai collé de Ramallah à Gaza avec des poèmes. Et alors, ce qui est étonnant, et ce qu'on apprend dans le livre, justement, c'est qu'il vient de mourir là, quelques jours avant. Voilà, ça c'est vraiment dramatique. Tu arrives avec tes, avec tes images là-bas, tu colles un peu partout, comme tu le dis, entre Ramallah et Gaza. Et quelle est la réaction des Palestiniens de base? C'est qu'on n'imagine pas... On n'imagine pas l'audience des poètes dans les pays arabes. Là, André est allé souvent avec Adonis et tout ça. C'est tout le monde. La première que j'ai collée, je l'ai collée à 11h du soir dans le marché de Ramallah, là où les gens étaient en train de préparer les plans de légumes, du truc. Tout le monde s'arrête. Mahmoud Darwish, c'est comme, je sais pas, ici... Je sais pas si Zidane ou Johnny Hallyday, quoi, je sais pas. Ça, j'avoue que Mahmoud Darwish avec Johnny Hallyday, ça c'est une association, elle est Ernest Pignon. Vous imaginez, si on reconnaissait René Char comme ça, tout le monde, le moindre enfant connaît Mahmoud Darwish et des poèmes de Mahmoud Darwish. C'était bouleversant. À Naplouse, les gens sont un peu étonné quand ils voient un mec comme moi qui arrive, j'ai un seau, de la colle. Comme je colle à partir du sol, je déroule, et puis donc je mets les pieds au ras du sol, et donc à la fin apparaît le visage, vous voyez. D'un coup, Darwish, et les gens se mettent à l'applaudir, vraiment, dans la rue de Naplouse, se mis à l'applaudir, et quand je vais coller le poème, il y en a un qui s'est mis à le dire à haute voix, moi j'en ai mis qu'un extrait, il a continué, et après tout le monde me suivait dans la rue, et lisait les poèmes à haute voix, et c'était vraiment à pleurer. Pour toi, sincèrement, Ernest, un moment comme ça justifie toutes les peines, ça justifie tous les soucis, ça justifie tout, ça qualifie définitivement une démarche quand même, sincèrement. Mais en même temps, c'est tout le temps un plaisir, quand même. Bien sûr, mais là... Je rame, j'ai eu beaucoup. J'ai fait, c'est simple, le portrait de Darwish, comme je l'avais vu malade, on l'avait vu. Je travaille sur des feuilles d'arche satinées pour les gens qui voulaient me poser des questions sur les dessins. Et les paquets se vendent par 50 feuilles. J'ai fait 5 avant de faire celui que j'ai collé. Et en fait, je n'étais pas complètement satisfait. J'en ai fait 5 ans. Donc, voilà. Je n'arrivais pas à retrouver ce qu'il y avait de fragile, et en même temps de ferme chez lui. Oui, il était déterminé. Et en même temps, il y avait une sorte, surtout à la fin, il y avait une sorte de blessure et de mélancolie. Oui. Et en même temps, c'était très étrange parce que ce sentiment ne venait pas obérer
la conviction ni la certitude d'une certaine manière. Mais il y avait quand même un léger voile. Il y avait, et moi qui l'ai beaucoup questionné sur pas mal de choses, ça tenait à un moment de sa vie. Bon, il n'y a pas eu de suite puisqu'il est mort brutalement à ce moment-là, où c'était déjà un très grand poète, mais il avait le sentiment, j'ai toujours eu j'ai la certitude intime qu'il sentait que sa poésie allait accéder à quelque chose d'encore plus vaste. C'est-à-dire que, il me l'a dit, il y a des entretiens sur Culture que j'ai fait avec lui où il le dit très explicitement, qu'il en avait un peu marre que quand il écrivait un poème d'amour, tout le monde pense qu'il pensait à la Palestine. Il dit non, de temps en temps, c'est à une femme quand même. Et donc, il avait envie non pas de quitter ses engagements, ça, absolument pas. Mais il avait envie qu'on ne lise plus tout ce qu'il écrivait avec uniquement un seul prisme de lecture. Et ça s'incarnait en lui. Je ne sais pas comment le dire mieux. Il y avait ça. Mais c'était quand même quelqu'un d'abord, c'est quelqu'un de très réservé. C'était quelqu'un d'extrêmement pudique dans la vie, qui était accablé par sa notoriété. Je veux dire, j'ai fait des récitals avec lui dans le monde arabe. On ne peut pas imaginer ce que c'était. Il ne pouvait pas sortir de sa chambre d'hôtel. La vraie ferveur. S'il allait prendre le petit déjeuner, il y avait 3 télévisions qui le regardaient manger son œuf à la coque. Enfin, c'était affreux, quoi. Bien sûr. Et il le vivait très mal. Et donc, il y avait ce côté forcément très resserré. Une des plus belles images que j'ai de lui, c'est c'était peut-être 2 ans avant sa mort. C'était un récital à Casablanca, où, avant d'entrer en scène, il m'avait dit « Tu verras, je vais lire que des poèmes d'amour. » Et il rentre, la salle, il y avait 2500 personnes bourrées à craquer, une ambiance de bain turc tellement il faisait chaud, etc. Et il arrive et il commence à lire les poèmes d'amour qu'il avait décidé de lire. Et toute la salle lui réclame les grands standards. « Je suis arabe », etc. Il continue imperturbablement à lire les poèmes d'amour et il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Et ça, c'était une leçon qu'il essayait de donner. Et il y a deux grands poètes arabes pour qui j'ai une immense admiration parce qu'ils sont à la fois solidaires, mais ils sont aussi ce qu'ils sont. C'est lui et Adonis. J'ai vécu quelque chose de tout à fait semblable avec Adonis sur un tout autre thème dans la montagne alaouite, où j'ai vraiment cru que ça allait très très mal se passer parce qu'il prenait le public de front, de face. Et au début, moi je ne comprenais pas ce qu'il racontait et j'avais un traducteur qui me traduisait. Je me suis dit, on va se faire écharper. Il leur a fait un cours de philosophie sur le racisme qui était époustouflant et qui les prenait dans un premier temps. Et il a retourné, il y avait 3000 personnes, il a retourné le pays. La parole des poètes là-bas est quelque chose à la fois de très prégnant et de très dangereux. Il ne faut pas oublier que dans toute l'histoire arabe, il y en a pas mal qui ont laissé la vie, depuis Al-Hadj et tous les autres. Et ça continue d'ailleurs. Et ça continue, évidemment. Mais en même temps, il y a une audience qu'on n'imagine pas ici, il y a une écoute qu'on n'imagine pas ici, et il y a une prise de risque que l'on n'imagine pas ici non plus. Et ils étaient très différents, ils sont très différents tous les deux. Mahmoud avait ce côté à la fois indestructible et fragile. Tout à fait. Oui, moi, il m'avait interrogé aussi sur ça, sur le fait que souvent on privilégie des interventions comme celle que j'ai faite contre l'apartheid, ou à propos de la commune, ou sur les problèmes des immigrés, alors que j'ai beaucoup travaillé sur Desnos, sur Nerval, sur Neruda. Voilà. Il faut toujours rétablir, et puis que j'ai jamais fait une espèce d'illustration politique au premier degré. Clairement. Voilà. Sur Mahmoud Darwish, ça me fait penser, parce que c'est là que une fois j'ai mieux compris comment fonctionnent mes images. Cette espèce de grandeur nature que je travaille vise à ce qu'elle soit perçue presque comme une empreinte. Voilà. Ces corps, alors je ne pense pas que les gens font cette réflexion, mais elles sont reçues comme ça. Dans une empreinte, c'est le Suaire de Turin ou la Véronique, dans une empreinte, il y a l'idée qu'il y a eu quelqu'un, c'est comme un pas dans le sable, quoi. Il y a eu vraiment la trace de quelqu'un physiquement et qu'il n'y est plus. Il y a cette idée à la fois de présence et d'absence, comme ça. Et ça marchait très fort pour Mahmoud Darwish. À la fois,
qu'il était là, toujours, qu'il devait être là, surtout là, parce qu'il en avait été chassé pendant des années et tout ça, et que sa présence était légitime, quoi. Si je parle, et ça sera la dernière question en ce qui me concerne, après viendra le temps des questions du public, mais si je parle, comment dire, si j'ai tant aimé que tu parles de Mahmoud Darwish, et André a complété la réflexion, c'est parce que moi, personnellement, je trouve que, et ça sera ma dernière question, ton œuvre inspire, comme toutes les œuvres d'ailleurs, mais la spécificité, la vraie spécificité, le cœur même de ton œuvre inspire. Parce qu'il y a plusieurs années, moi en Palestine, et environ 3-4 ans maintenant, je tombe à ma grande surprise sur le mur. Et qu'est-ce que je vois? Je vois du côté palestinien un rabbin qui louche et qui me regarde, je dis bien du côté palestinien, et le gars qui tient le bistrot d'à côté, qui me sert le Coca-Cola, me dit, écoute, c'est un fou de chez toi là qui est venu il n'y a pas longtemps, il est arrivé avec des laits, il a son seau de peinture, son seau de colle, pardon, et il a affiché sur le mur, côté palestinien, un rabbin qui louche. Et le gars, évidemment, était jamais passé de l'autre côté, par définition. Et il me dit, je pense que de l'autre côté, d'ailleurs, on m'a dit que de l'autre côté, il y a un imam, du côté israélien, qui louche. Et je vous assure que ça faisait un choc à l'époque. C'était, alors tout de suite, la référence avec toi, moi, personnellement, je l'ai pigé, parce que je te suis depuis de nombreuses années. Et à tel point que ce jour-là, au lieu de rejoindre Tel Aviv, avec l'ami qui était avec moi, on a fait tout le tour, on est passé par le checkpoint, on s'est tapé 80 bornes pour aller voir de l'autre côté s'il avait raison. Et effectivement, il avait raison. Cet homme-là, il est encore en exposition pas loin d'ici à la Fondation Bourda à Baden-Baden. C'est le grand photographe JR qui a tellement progressé depuis, que tu connais, que tu as rencontré. Et il fait référence à mon... Oui. Alors, attends, c'est époustouflant, juste. Il jure que par toi, quoi, un mot, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de choses différentes. Il a oui.